Il m'est arrivé un truc, il faut absolument que je vous raconte. L'individualisme doit évoluer dans une société sans Dieu. J'ai rencontré quelqu'un qui ne croit pas en la théorie de l'évolution. Mais j'entends déjà certains se gausser et dire « Ah, vous voilà encore en train d'invoquer un Dieu créateur, vous êtes ridicule !» Je me dis, mais la théorie de l'évolution, et les mutations, l'homme descend du singe, Darwin. La science nous dit que l'univers est issu du Big Bang et que tout ce qui s'est créé ensuite est la conséquence nécessaire des lois physiques. C'est qui ce clown qui est pas allé à l'école? J'ai une formation d'ingénieur chimiste, et plus précisément en chimie organique. Alors je lui dis, mais pourquoi vous croyez pas en la théorie de l'évolution? Très bien, mais je note que la science est déjà incapable de répondre à cette simple question. Puisque lors du Big Bang, la matière et l'antimatière ont été créées en même temps et dans les mêmes conditions, alors comment se fait-il qu'elles ne se soient pas totalement annihilées l'une et l'autre dans une débauche d'énergie, ce qui aurait laissé place à un univers totalement vide? Comment se fait-il qu'un supplément de matière soit resté pour donner l'univers tel que l'on connaît avec ses galaxies, etc. À cela, les scientifiques répondront qu'une différence, appelée asymétrie, doit exister entre la matière et l'antimatière. On peut le dire, mais encore faut-il le prouver. Or, dans sa livraison d'octobre dernier, le mensuel La Recherche nous apprend que 2 expériences récentes viennent de confirmer l'équivalence entre la matière et l'antimatière. Le mystère de l'antimatière s'épaissit, peut-on lire. 2 expériences réalisées au CERN confirment avec une précision jamais atteinte que matière et antimatière sont équivalentes, ce qui n'est pas sans poser problème. Et l'auteur d'expliquer l'incompatibilité entre ces résultats et la thèse du Big Bang. J'ajoute que dans son discours sur l'origine de l'univers, le philosophe et physicien Étienne Klein a déclaré avec raison « Si on voit dans le Big Bang l'amorce de tout ce qui est, on tombe immanquablement sur une autre question métaphysique, celle de savoir qui a bien pu le déclencher au milieu de nulle part. » À cela, on pourra me répondre que le temps n'existant pas avant l'instant zéro, la question de la cause primordiale, qui serait antérieure à cet instant, ne se pose pas, car elle est absurde. Telle est la position du grand physicien Stephen Hawking. Cependant, j'y vois une échappatoire facile. Stephen Hawking affirme que l'univers est sorti d'une fluctuation quantique qui a produit le Big Bang. Mais qu'est-ce qu'une fluctuation quantique? Pour faire simple, je dirais que c'est une variation d'énergie au sein du vide. Il n'y avait donc rien, avec de gros guillemets, et soudainement, de l'énergie apparaît. Mais pourquoi peut-elle apparaître? Sans même parler d'espace-temps, la réponse est simple. Elle peut apparaître parce qu'il y a des lois physiques. Et ces lois physiques obéissent à la mathématique. Je ne vous ferai naturellement aucun cours, me contentant de vous montrer les formules mathématiques qui prouvent l'existence de ces fluctuations d'énergie dans le vide. On en déduit logiquement qu'à l'instant zéro du Big Bang, ce n'était pas le néant. Il existait au moins des lois physiques. Mais qu'est-ce qu'une loi? C'est la mise en relation de différents paramètres, même s'ils ne sont encore qu'à l'état latent. D'où la conclusion qu'au moment zéro, il existait déjà de l'information intelligible et ordonnée sous forme de lois physiques exprimables par la mathématique. On en revient donc à cette matrice mathématique universelle dont j'ai parlé dans ma dernière vidéo et qui, selon moi, n'est que le reflet de la pensée de Dieu, une pensée qui a donné cet univers manifesté que nous connaissons. Pour moi, seule cette pensée peut expliquer non seulement l'apparition de l'univers manifesté, mais aussi l'apparition de la vie avec un grand V. L'évolutionnisme explique l'apparition et la complexification de la vie par le biais de séries de mutations aléatoires mais bénéfiques, donc retenues par la sélection naturelle. Pourquoi pas? Je suis d'ailleurs persuadé que de très nombreuses micro-évolutions au sein d'une même espèce sont dues à ce genre de mutations. Mais prenons l'exemple de la raie électrique, autrement appelée poisson-torpille. Elle se défend et capture ses proies à l'aide d'organes qui envoient des décharges électriques. Ces organes sont formés d'un grand nombre de colonnes prismatiques juxtaposées et disposées verticalement depuis la peau du dos jusqu'à celle du ventre. Ces colonnes sont elles-mêmes formées de douzaines de disques horizontaux, lamelles, empilés les uns sur les autres et isolés par une substance gélatineuse.
La surface ventrale de ces disques est chargée négativement, la dorsale positivement. Les disques sont alimentés en électricité par 5 nerfs électriques volumineux reliés au cerveau. Ils sont connectés en série entre eux et peuvent ainsi produire une différence de potentiel importante, jusqu'à 45 volts, pour une intensité de 5 à 10 ampères. Il est déjà surprenant qu'une série de mutations aléatoires ait pu donner naissance à un tel organe. Mais le plus extraordinaire est d'apprendre que ces mutations se seraient produites plusieurs fois au cours de l'évolution, chez 3 espèces de poissons, dont 2 au moins ne sont pas génétiquement apparentés. Comment croire qu'une série de mutations aléatoires, aux résultats si extraordinaires, ait pu survenir 2 fois, voire 3 ? La suite nous apprend toutefois que finalement, ces mutations ne sont pas si aléatoires que cela, car elles proviennent de la présence de protéines spécifiques. Dès lors, elles obéissent à un schéma préétabli. Peut-être me reprochera-t-on de prendre un cas non représentatif. Alors allons plus loin. Comment expliquer que de simples mutations aléatoires aient pu conduire aux yeux extraordinairement complexes de la crevette menthe, aussi baptisée squille ? On y compte 16 types de photorécepteurs différents, dont 6 captent les ultraviolets. Ces derniers sont formés chacun d'un pigment visuel couplé à 4 filtres UV. Ces yeux sont une merveille de microtechnologie. D'après l'hypothèse de la sélection naturelle, les mutations sont conservées si elles sont utiles. Le plus souvent, cette utilité consiste en la faculté de se déplacer dans le milieu ou à trouver de la nourriture. Or, dans le cas présent, il n'en est rien. Dans un article consacré à la question, on lit « Une telle complexité étant inutile pour se repérer dans l'eau ou identifier des proies, les chercheurs supposent que les crevettes menthes entretiennent des interactions sociales complexes avec leurs congénères. Leurs yeux pourraient détecter de subtils signaux visuels sur leur exosquelette. » Cette hypothèse me semble cohérente, mais elle pose de graves questions. Si, au début de la Révolution, ces crevettes vivaient sans entretenir aucune interaction sociale complexe, alors en quoi les mutations de leurs yeux purent être jugées utiles par la sélection naturelle? Ces mutations servaient à rien. Et comment croire que des mutations aléatoires aient pu permettre au bon organe, ici les yeux, de s'adapter afin de distinguer juste ce qu'il fallait, ici les signaux subtils sur l'exosquelette, afin de permettre, par la suite, des interactions sociales complexes? Personnellement, face à de telles coïncidences, je conclus en un plan. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est le flagelle bactérien. Voici de quoi il s'agit. Au cours de conférences universitaires au début des années 90, Michael B.E. commença à faire part de ses doutes sur les capacités de la sélection naturelle à construire des machines moléculaires complexes. Une machine en particulier attira son attention. Je me souviens de la première fois où j'ai vu, dans un manuel de biochimie, la représentation d'un flagelle bactérien, avec chacun de ses composants dans toute sa gloire. Il était doté d'une hélice, d'une zone d'ancrage, d'une transmission et d'un moteur, et j'ai regardé tout ça en me disant, c'est un vrai moteur hors bord. C'est le résultat d'une conception. Ces parties ne se sont sûrement pas assemblées au hasard. La réaction de B.E. n'est pas surprenante, étant donné que les moteurs moléculaires qui propulsent les bactéries en milieu liquide dépendent d'un ensemble de composants mécaniques très élaborés. Les composants de ce système apparaissent au microscope quand des échantillons de cellules sont grossis 50 000 fois. Les biochimistes ont utilisé des photos de microscopie électronique comme celle-ci pour identifier les composants et la structure tridimensionnelle du moteur flagellaire. C'est ainsi qu'ils ont découvert une pure merveille technique à l'échelle miniature. Howard Berg de Harvard l'a surnommée la machine la plus efficace de l'univers. Certains de ces moteurs ont une vitesse de rotation de 100 000 tours par minute. Et ils sont reliés à des mécanismes de transduction de signaux ou sensoriels qui leur fournissent des informations sur l'environnement. Même à cette vitesse, ils peuvent s'arrêter en un quart de tour, changer de cap et repartir à 100 000 tours par minute dans une autre direction. Et tout comme un moteur hors bord, ils sont composés d'un grand nombre d'éléments, indispensables au fonctionnement de l'ensemble.
Le flagelle bactérien est doté de 2 vitesses en marche, avant et arrière, d'un refroidissement liquide et d'une force protomotrice. Il possède des anneaux externes et internes, un crochet, un arbre de transmission, une hélice. Ces composants fonctionnent comme un moteur. On emploie ces termes maladroits pour décrire en fait la fonction de ces éléments. Depuis la découverte du flagelle bactérien, les scientifiques ont essayé de comprendre comment un moteur rotatif a pu résulter de la sélection naturelle. Jusqu'à présent, ils n'ont pas été en mesure de fournir une explication darwinienne détaillée. Le problème réside dans une caractéristique des machines moléculaires appelée complexité irréductible. La complexité irréductible est un terme inventé par Michael Behe pour décrire ces machines moléculaires. En résumé, tout organelle ou système dans une cellule est fait de plusieurs composants, tous essentiels pour son fonctionnement. Si on enlève un de ces éléments, le système ne fonctionne plus. Ce principe de complexité irréductible peut être illustré par un système non biologique familier, le piège à souris. Le piège est composé de 5 pièces. Le déclencheur, où on pose l'appât, un ressort puissant, un fil recourbé appelé arceau, un support pour tenir l'arceau et une base sur laquelle repose tout le système. Si l'une de ces pièces est absente ou défectueuse, le mécanisme ne fonctionnera pas. Tous les éléments de cet ensemble d'une complexité irréductible sont simultanément nécessaires pour assurer la fonctionnalité du système. Piéger une souris. La complexité irréductible s'applique aussi aux machines biologiques comme le flagelle bactérien. On compte en tout environ 40 composantes protéiniques qui font tourner cette machine. Si le crochet ou l'arbre de transmission est absent, par exemple, le flagelle ne fonctionnera pas ou ne sera même pas assemblé dans la cellule. En langage évolutionniste, il s'agit de pouvoir expliquer comment bâtir graduellement ce système où aucune fonction n'est opérationnelle, tant que tous les éléments ne sont pas en place. La complexité irréductible des machines moléculaires pose un défi d'envergure aux possibilités de la sélection naturelle. Selon la théorie de Darwin, même des structures biologiques très complexes, comme l'œil, l'oreille ou le cœur, peuvent être assemblées graduellement avec le temps par petites étapes progressives. Mais, comme le précisait Darwin, la sélection naturelle ne peut être efficace que si ces modifications génétiques aléatoires offrent un avantage à l'organisme qui évolue dans sa lutte pour la survie. Comme j'ai essayé de le montrer, il n'est pas indispensable que les modifications soient simultanées si elles sont infimes et graduelles. La sélection naturelle scrute les plus minutieuses variations, rejetant les mauvaises, mais préservant et cumulant les bonnes. Mais les infimes variations favorables de Darwin auraient-elles pu donner naissance au flagelle bactérien ? Certains scientifiques en doutent. Comment une chose nouvelle comme ce moteur flagellaire bactérien et tous ses composants aurait-il pu découler d'une population de bactéries qui ne possèdent pas ce système? D'autant plus que chaque changement selon la théorie de Darwin doit entraîner des avantages. Imaginez un tel scénario au début de l'histoire terrestre. Une bactérie en évolution arrive à développer une queue et peut-être même les pièces nécessaires pour l'accrocher à la membrane cellulaire. Mais sans l'assemblage complet du moteur, cette innovation n'apporterait aucun avantage à la cellule. La queue resterait immobile et inutile, invisible à la sélection naturelle qui, par définition, ne favorise que les changements propices à la survie.
La logique de la sélection naturelle est très exigeante. À moins que le mécanisme du flagelle soit complètement assemblé et fonctionnel, la sélection naturelle ne peut tout simplement pas le préserver. Il ne peut être transmis à la génération suivante. Il faut bien comprendre que la sélection naturelle ne s'opère que pour un avantage fonctionnel. Dans la plupart des cas, elle élimine des éléments qui n'ont aucune fonction ou qui sont un danger pour l'organisme. Aussi, dans l'exemple d'une bactérie munie d'une queue qui ne sert pas de flagelle, il est probable que celle-ci soit éliminée. La seule raison de sélectionner un flagelle, c'est parce qu'il fonctionne et cela signifie pour commencer que tous les éléments du moteur flagellaire soient en place. Donc, la sélection naturelle ne peut donner lieu à un flagelle bactérien. Elle ne peut entrer en jeu qu'après que le flagelle soit là et opérationnel. Voilà pourquoi je reste convaincu que ni l'univers ni la vie ne sont le fruit du hasard. Pour moi, tout cela reste le fruit d'une pensée créatrice transcendante, la pensée de Dieu. Je ne contrains personne à me suivre sur ce terrain. Mais je souhaite juste démontrer qu'il n'est pas plus irrationnel de croire en l'existence d'un Dieu créateur que de croire que tout est sorti du néant grâce à une fluctuation quantique issue d'une mystérieuse équation mathématique, puis grâce à des mutations aléatoires couplées à un mécanisme brumeux de sélection naturelle. Seulement, j'affirme que si l'on croit en l'existence d'un Dieu créateur et ordonnateur de l'univers, alors il n'est pas possible de se revendiquer de l'individualisme démocratique. Et là, il me dit, et c'est pas tout. En fait, la plupart de ceux qui ont fondé les sciences modernes croyaient fermement en l'existence de Dieu. Et là, j'ai vérifié, c'est vrai. Galilée, Newton, Kepler, Maxwell, ils étaient tous convaincus de l'existence de Dieu. Et je lui dis, mais et vous?